Super, merci. Alors, on va passer à la deuxième phase des présentations. Donc, même principe, un moment de présentation et un moment des questions. Donc, dans cette deuxième partie, donc, tout d'abord, on va accueillir Michel Fouata, donc, qui est coordinateur et qui est en association avec l'Université de Paris 8 dans le 93 pour fonder l'incubateur de la transition low-tech. Et il est accompagné de William Bernoux, donc, qui est philosophe et chercheur indépendant sur la transformation socio-écologique. Donc, je vais leur faire place donc, pour une présentation autour de l'évaluation démocratique et des nouveaux modèles économiques des approches low-tech. Merci beaucoup pour cette présentation et puis pour les présentations qui nous ont précédées qui étaient passionnantes. J'espère qu'on arrivera à bien faire le lien avec ce qui a été dit avant. Donc le titre de notre présentation, c'est « Évaluation démocratique et nouveaux modèles économiques des approches low-tech ». Moi, de mon côté, je vais plutôt vous parler d'évaluation et ensuite Michel Fouata fera le lien avec la question des modèles économiques. Alors, ça a été dit rapidement, voilà, je fais la philosophie, je travaille sur les questions de redirection écologique, ça fait à peu près 4 ans que je travaille sur les questions low-tech à différents titres. Voilà. Et donc, j'ai notamment collaboré sur le projet de recherche-action Global low-tech. J'enseigne aussi ces questions-là, principalement en école d'ingénieurs. Et puis également, j'ai rejoint récemment l'archipel des communautés du Low-Tech Lab, qui est justement en train de restructurer sa gouvernance. Voilà d'où je parle. Donc la question que je vais aborder, c'est en quoi la démarche low-tech implique une forme d'évaluation démocratique et l'émergence de nouveaux modèles économiques. Alors, peut-être qu'on peut recommencer tout simplement par de quoi on parle quand on parle d'évaluation. Donc évaluation, c'est déterminer la valeur de quelque chose. Et la valeur, c'est ce qui fait que cette chose compte pour un acteur, l'acteur qui évalue. Donc cette valeur est toujours située. Donc on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'une évaluation, c'est quelque chose qui est subjectif? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait de manière objective? Est-ce que ça va être plutôt du rôle de l'expertise ou de la délibération collective? Première question. Et ensuite, pourquoi évaluer? Tout simplement, quand on souhaite aller dans une direction, il faut voir si on va dans le chemin souhaité. Donc si on souhaite aller vers une direction low-tech, quelle que soit la manière dont on le définit, il faut pouvoir évaluer si on va dans cette direction-là. Alors, un premier obstacle à l'établissement de méthodologie d'évaluation de la démarche low-tech, c'est qu'il n'y a pas une manière de concevoir la low-tech, ce qu'a très bien résumé Aurélien Béranger dans sa thèse qui justement fait la sociologie du mouvement low-tech, et qui montre qu'on peut le voir comme une formule. En gros, l'idée, c'est de dire que derrière un mot, il y a différentes valeurs qui peuvent être projetées sur une manière de concevoir un terme selon les acteurs dont on va s'intéresser. Donc, selon si vous êtes une entreprise industrielle, si vous êtes une petite association, si vous êtes un acteur public, vous n'aurez pas forcément la même définition du terme. Donc, comment faire pour évaluer une démarche low-tech dans ce contexte? Ça a été dit, il y a eu quand même un rapport, une démarche low-tech produite par Goodwill Management et l'ADEME sur essayer de recenser les différentes définitions et en ressortir quelque chose qui pourrait potentiellement faire consensus. Donc on voit qu'il y a une forme d'institutionnalisation progressive de ce concept et on pourrait se demander si ça peut constituer une base de discussion. Là, je vous ai mis en gras 2 éléments qui me semblent représentatifs de la démarche par rapport à d'autres types d'approches. C'est le questionnement du besoin et la question de la maîtrise, à laquelle je reviendrai juste après. Donc, en 3 parties, quels sont les enjeux d'une évaluation démocratique? Un exemple que je vais présenter, les systèmes participatifs de garantie, et puis quelques questions conclusives sur les questions de gouvernance que ça peut soulever. Donc, première chose, si on souhaite évaluer une démarche, on peut se dire, on va faire une évaluation plutôt par des experts. On se dit, voilà, si on veut évaluer une démarche low-tech, je préfère avoir des experts de la low-tech qui vont pouvoir évaluer ça. Donc l'exemple, ça peut être l'analyse de cycle de vie. C'est des choses qui sont faites par des cabinets spécialisés et qui peuvent évaluer sous différents impacts environnementaux à différentes étapes de production et puis de devenir des services et des produits, quels sont leurs différents impacts environnementaux. Donc là, effectivement, on a besoin de recourir à l'expertise et d'un certain point de vue, la low-tech peut tout à fait intégrer ces démarches-là avec ces apports-là.
Par ailleurs, il se trouve que la singularité de l'approche low-tech, c'est qu'elle pose d'autres questions qui échappent pour l'instant à ces méthodologies-là, et qui sont celles du questionnement des besoins et celles de l'appropriation au niveau de la production et au niveau des usagers, ça a été dit tout à l'heure. De ce point de vue-là, il semblerait bien que définir ce qu'est un juste besoin ou définir ce qu'est un bon niveau d'appropriation ne peut pas se faire sans les personnes concernées. Les personnes concernées, ça peut être les différentes parties prenantes d'un système socio-technique. Ça a été dit tout à l'heure, un objet, c'est jamais simplement un objet, c'est toujours pris dans un système avec une diversité de parties prenantes. Et donc, eh bien, on peut se demander si effectivement définir ce qu'est le juste niveau de besoin technologique et définir qu'est-ce qu'est le juste niveau d'appropriation peut échapper à une délibération démocratique. Dernier élément, au-delà de critères qui effectivement semblent intrinsèquement nécessiter une forme de démarche démocratique, on peut se demander si de manière plus générale, les questions d'évaluation n'échappent pas justement à cette volonté d'objectivité et d'expertise. Je m'explique. Choisir un indicateur plutôt qu'un autre, ce n'est pas un choix d'expertise, c'est un choix de valeur. C'est qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qu'on souhaite compter. Ce qu'on souhaite compter, en fait, une société, elle peut décider ce qu'elle souhaite compter. On peut décider de compter simplement les euros, on peut décider de compter le carbone, on peut décider de compter d'autres choses. De ce point de vue-là, le simple choix d'indicateurs peut nécessiter une certaine délibération, ou en tout cas, implicitement, implique des valeurs. Donc, après, c'est à voir qui décide de quelles valeurs on intègre. Première chose. Et deuxième chose, il y a la question des seuils qu'on va décider. Par exemple, le GIEC peut dire, voilà, il faudrait éviter de dépasser 1,5 degré. Ils se sont basés sur des rapports scientifiques pour déterminer ces chiffres. Toujours est-il que c'est bien une délibération politique qui a défini les seuils. Voilà où je veux en venir. Donc, de ce point de vue-là, à quoi pourrait ressembler une évaluation démocratique des démarches low-tech ? Eh bien, il se trouve que le mouvement de l'agriculture biologique a un peu travaillé sur ces questions à travers les questions de certification participative et notamment ce qu'on appelle les systèmes participatifs de garantie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'IFOAM, qui est l'organisme international des mouvements de l'agriculture biologique, définit les systèmes participatifs de garantie ainsi. Ce sont des systèmes d'assurance qualité orientés localement qui certifient les producteurs sur la base d'une participation active des acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseau et d'échange de connaissances. Alors, 6 principes des SPG selon l'IFOAM. C'est une vision partagée, donc c'est d'abord des valeurs en commun qui ont été définies démocratiquement selon la vision politique, selon les valeurs du mouvement. Donc là, qu'est-ce que le mouvement de l'agriculture biologique souhaite pour demain ? Et bien, la même chose, qu'est-ce que souhaite une communauté ou la communauté, selon comment on voit les choses, de la low-tech. Il y a la participation des différents acteurs, ce sont à la fois les producteurs, mais ce sont aussi les consommateurs, et puis différents types d'acteurs qui peuvent être concernés. La transparence, il faut que les règles de la méthode d'évaluation soient définies et accessibles. La confiance, un processus d'apprentissage. L'idée, ce n'est pas de vouloir sanctionner des personnes qui ne respecteraient pas une norme, mais c'est plutôt d'être dans une logique d'amélioration continue, d'essayer d'avancer et de ne pas forcément être dans une logique de juger, entre guillemets, mais d'essayer de progresser. Et puis, l'horizontalité du processus. Un exemple de système participatif de garantie que nous avons en France, c'est l'association Nature et Progrès, qui a été créée en 1964 et qui est pionnière de l'évaluation de l'agriculture biologique, avant même qu'il y ait des institutions qui soient dédiées à ça. Aujourd'hui encore, la mention Nature et Progrès existe toujours en parallèle du label AB et se constitue autour de 3 éléments principaux. Il y a une charte du mouvement national qui définit le projet politique de Nature et Progrès. Il y a des cahiers des charges techniques qui sont spécifiques aux différents types de production. Ça a été dit tout à l'heure, la low-tech, c'est une démarche générale, mais qui ensuite peut s'appliquer de manière très différente selon les secteurs d'activité. De même, l'agriculture biologique, ce n'est pas juste un type d'activité, mais une diversité. Donc, il y a une diversité de cahiers des charges. Et puis, le système participatif de garantie, donc, qui est la méthode de l'évaluation. Ça fonctionne comment ? Donc, il y a un binôme d'enquêteurs qui va être constitué en général d'un consommateur et d'un producteur qui vont enquêter annuellement sur les fermes qui sont accréditées par la mention Nature et Progrès. Cet audit en fait, va être soumis à un comité local qui va émettre son avis, qui sera ensuite remonté au comité fédéral pour décider ou non de l'attribut de la mention. Et je reviens tout à l'heure à ce que je disais, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir coché toutes les cases, c'est d'être dans une logique d'amélioration.
Donc c'est vraiment un processus de discussion bienveillante entre le producteur de la ferme et puis les enquêteurs. Voilà, donc là je vous ai mis quelques extraits de la charte puisque je trouvais ça intéressant. Il y avait vraiment des fortes proximités avec certaines visions de la low-tech, notamment celle du principe d'autonomie qu'ils ont mis en avant, compris comme une plus grande liberté d'action et de maîtrise pour chacun de ses conditions de vie, à la différence de l'autarcie. Et puis une maîtrise de la mécanisation, encourager l'autonomie vis-à-vis de processus industriels complexes qui échappent à la maîtrise des citoyens et des machines plus élémentaires. Un exemple d'outil de diagnostic qui est utilisé pour enquêter sur les fermes, c'est ce qu'ils appellent la boussole NESO. C'est un outil d'évaluation systémique qui permet de voir en parallèle du cahier des charges. Donc là, le cahier des charges, ça va être des choses assez techniques. La boussole NESO, c'est pour avoir une vision plus systémique sur est-ce que la ferme s'intègre ou non dans les principes de la charte. Voilà. Alors, quelles questions ça pose pour la low-tech et comment est-ce que ça pourrait potentiellement s'appliquer? Déjà, on voit bien qu'il y a une question de gouvernance qui se pose, puisque les systèmes participatifs de garantie peuvent être compris comme des communs, au sens d'Elinor Ostrom, c'est-à-dire une ressource, là en l'occurrence c'est une ressource plutôt informationnelle, ça va être une certaine, des chartes, des cahiers des charges, etc. Une communauté, et puis des règles d'usage. Ok. Je vais faire vite. Alors, aujourd'hui, quel type de structure pourrait se saisir cette question de l'évaluation de la low-tech? Puisqu'il n'y a pas vraiment de gouvernance de la low-tech aujourd'hui, au sens général. Il y a plusieurs éléments de briques qui ont été évoqués notamment par Ilan tout à l'heure. Il y a tout d'abord l'archipel des communautés du Low-Tech Lab. Il se trouve que le Low-Tech Lab, au départ, avait émis une charte qui ensuite était signée par les communautés locales. Donc là, c'était plutôt top-down, si on veut. Et le mouvement Low-Tech Lab est en train d'évoluer petit à petit vers quelque chose qui est un peu plus horizontal. Donc là, il y a un travail actuel sur la gouvernance en cours au sein du Low-Tech Lab. Et sinon, on a vu que les ADEME en région, notamment ce qui se passe en Low-Tech Normandie, est un exemple parfait. C'est qu'il y a un soutien d'émergence de projets, mais aussi ce rôle d'animation de communauté. Et dans ce rôle d'animation de communauté, il se trouve que j'ai pu co-concevoir avec Ilan un atelier lors des dernières journées du réseau sur justement des outils de diagnostic et puis la question d'une potentielle charte pour le réseau normand. Donc on voit bien qu'au sein du réseau normand, il y a des réflexions qui, en tout cas pour ma part, m'ont fait penser à certains embryons d'un type de système participatif de garantie, dans le sens où dans les discussions ont pu être évoqués des éléments comme charte de valeur, vision partagée, mais aussi amélioration continue, mais aussi évaluation par les pairs et différents éléments que j'ai pu évoquer. Donc dernière question à laquelle je souhaite ouvrir la présentation, c'est donc faut-il aller vers une méthode d'évaluation qui soit commune aux différents acteurs de la low-tech? Première question. Si oui, quelle gouvernance pour définir la vision, puisqu'il n'y a pas d'évaluation sans définition d'une vision. Il faut savoir où est-ce qu'on va aller pour ensuite l'évaluer. Donc, quelle gouvernance pour définir la vision et la méthode d'évaluation qui en découlerait? Et puis ensuite, dans la méthodologie en elle-même, qui est légitime à participer au processus d'évaluation en tant que tel? Est-ce que c'est la société civile, les professionnels, les institutions publiques, les académiques, d'autres types d'acteurs, tout ça à la fois? Voilà, autant de questions qui mériteraient d'être posées. Je vais laisser la parole à Michel pour voir l'articulation avec les questions des modèles économiques. Bonjour à tous. Alors, je m'associe au remerciement de William sur la qualité de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et en fait, moi, je suis en mécénat EDF aujourd'hui pour accompagner le territoire 93 dans une transition low-tech par la fondation d'un incubateur, comme l'a dit Tatiana tout à l'heure. Et William vient de bien expliquer la nécessité politique, voire même scientifique, d'introduire de la démocratie dans l'évaluation, au moins du partage sur les territoires concernés de l'évaluation des activités low-tech. Et moi, maintenant, ma partie, ça va être de vous convaincre que c'est aussi une opportunité économique. J'ai travaillé avec William dans le cadre du projet Glocal Low-Tech à la proposition, et il ne faut pas essayer de lire, d'une grille d'évaluation low-tech des activités qu'on concevait avec les citoyens du territoire de l'île Saint-Denis. Et ce qui est important dans cette grille, ce n'est pas son contenu, ça pourrait être utile, durable, accessible ou un autre référentiel. Ce qui est fondamental, c'est que
tu as des objectifs généraux, des sous-objectifs et des critères d'évaluation qui restent qualitatifs. Et ensuite, tout le travail du système participatif de garantie, c'est de mettre en place ce qui permet d'aller chercher l'information pour prioriser les différents objectifs et ensuite pour vérifier la satisfaction des critères en fonction de connaissances ou d'appréciations locales portées légitimement par les acteurs, les citoyens, les acteurs administratifs, économiques qui sont sur les territoires, qui dépendent du territoire et qui ont à la fois la qualité d'observation du territoire et la légitimité pour se prononcer sur les impacts sur leurs biens communs. Je passe vite. Ça aboutit à une note. Là, c'était un des projets qui avait été imaginé de 46 sur 60 pour une activité de service à attraction animale sur l'île Saint-Denis. Alors maintenant, on va passer à la partie... je ne suis plus du tout mon papier. Je vais oublier de vous dire des trucs intéressants. Ouais, donc avant de faire une présentation d'un jeu de rôle qui permet de se projeter dans une économie du bien commun et non plus une économie du bien privé comme on a aujourd'hui avec les outils systémiques de notre économie, je vais vous faire participer à un petit jeu que je fais souvent avec mes étudiants en école d'ingé ou dans des animations du jeu Les Aventuriers du bien commun. Et je vais vous demander qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous, qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous. Et ensuite, une fois que vous avez une idée en tête, on place vos réponses en fonction de est-ce que ça se paye, est-ce que ça s'achète ou ça se paye. Et dans ce cas-là, c'est un bien privé ou à péage, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se paye pas, qui ne s'achète pas, et dans ce cas-là, on est sur un bien commun public. Et ensuite, est-ce que si une entreprise met le paquet en termes de moyens pour essayer de prendre soin de cette chose qui est très précieuse pour vous, est-ce que ça va avoir tendance à lui faire augmenter sa marge, permettre d'augmenter son prix, diminuer ses coûts, ou est-ce qu'au contraire, ça va lui coûter aux dépens de la valeur économique ajoutée qu'elle va créer dans son activité. Et les résultats, on les a fait, y compris avec des employés de la BNP Paribas, dans tous les contextes, des contextes milieux sociaux et divers et variés. On voit qu'aujourd'hui, ce qui fait valeur le plus pour les gens, c'est des choses qui ne se vendent pas, qui coûtent énormément à une entreprise si elle veut en prendre soin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui fait valeur économique, c'est de l'anti-valeur, ce qui fait le plus valeur pour nous, quand on rentre chez nous, quand on est simple citoyen, c'est de l'anti-valeur économique. C'est des coûts et des risques. C'est ce que j'appelle le paradoxe du banquier citoyen. Quand il est au boulot, c'est des coûts et des risques. Mais par contre, quand il rentre chez lui, c'est de la valeur. Et les valeurs de la low-tech, elles sont là. Elles sont toutes là. Les valeurs de la low-tech sont de l'anti-valeur économique. Et du coup, la low-tech, c'est fini, elle ne sera jamais rentable. Et l'économie du bien commun n'est pas possible. Je me demande pourquoi on est là. Alors moi, je vais vous montrer la perspective vers laquelle on aimerait aller à moyen terme, parce qu'au début, les modèles économiques des entrepreneurs qu'on va accompagner, ça va être bien sûr du partenariat public-privé, population, comme fait Alage depuis longtemps, et c'est très bien le faire. Mais si on se projette un peu plus loin, je vais vous présenter ce jeu de rôle, Les Aventuriers du bien commun. 4 entrepreneurs qui sont qui utilisent d'abord une unité de bien privé, c'est-à-dire une monnaie classique. Toutes les monnaies sont des unités de bien privées aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis après, une unité de bien commun. Ils conçoivent un produit avec des cartes ressources, des cartes ressources pratiques, plus ou moins écolo, plus ou moins socialement responsables. Ils ont des coûts et puis ils ont un impact qui est lié aux ressources et au mode de production qu'ils utilisent. Ils ont un prix de revient et ils fixent un prix de vente pour essayer, de plaire au banquier qui va ou non agiter la baguette magique de la création monétaire pour financer leur activité, leur permettre de produire. Bon, bien sûr, il faut qu'ils soient rentables pour ça et qu'ils aient bien diminué les coûts, notamment du soin du bien commun, puisque ceux-là, il n'y a pas de propriétaire pour venir défendre le prix du bien commun. Il n'y a pas de propriétaire pour venir demander le coût de sa destruction. Donc la meilleure façon de produire de la valeur ajoutée, c'est de ne pas consacrer trop de coûts à ce qui n'appartient à personne. Et puis après, il faudra qu'il soit rentable au moment des ventes. Et qu'est-ce qui se passe? On a de la valeur ajoutée créée avec une monnaie classique qui est inversement proportionnelle aux impacts socio-environnementaux, bien sûr, puisque c'est l'optimisation des coûts par l'acteur qui veut être le plus compétitif de ces coûts consacrés à ce qui n'a pas de propriétaire qui va permettre de faire valeur économique. En gros, on a une valeur dans l'économie aujourd'hui qui est la valeur de la destruction du monde.
Et c'est pour ça qu'on a la corrélation des CO2 ou des autres impacts socio-environnementaux avec le PIB d'un pays, c'est normal. Maintenant, on va passer dans une deuxième partie du jeu. On utilise toujours une unité de bien privé, mais par contre, on est dans un système hyper régulé. Donc l'État a mis le paquet pour faire de la taxation, subvention, du bonus-malus, pour qu'il y ait un transfert de valeur qui se fasse entre les activités rentables, qui ont des coûts faibles et qui dégagent de la valeur ajoutée. On leur prend un peu de leur valeur ajoutée, puis on leur en donne par un bonus ou une subvention à un acteur qui, lui, n'a pas un modèle économique avec valeur ajoutée, mais bénéficie, parce qu'il est bon, du transfert de valeur. Et alors, bien, on a moins de croissance, évidemment, parce qu'on remplace des produits à haute valeur ajoutée, des ventes de produits à haute valeur ajoutée par des ventes de produits à faible valeur ajoutée. Et on a des impacts qui sont toujours négatifs, mais réduits. Le gros problème, c'est que l'État, lui, il est perdant, parce que ces financements, ils sont sur la valeur ajoutée produite, et il y en a moins. Et donc, il doit organiser tout un système, non seulement pour faire ses services publics de d'habitude, mais en plus pour organiser une évaluation systématique de tout ce qui se vend, sans les moyens pour le faire. On risque de tomber dans l'arbitraire. Je pense que le libéralisme et voire la démocratie, ça va être compliqué à tenir. Alors maintenant, on passe dans la partie en unité de bien commun. Le système participatif de garantie est en place. Il est décliné territoire par territoire en observatoire du bien commun. Dans ces observatoires, il y a des experts qui accompagnent des habitants pour appréhender les objectifs et leurs critères. Et d'abord, définir avec les habitants qu'est-ce qui est important pour eux, quels sont leurs besoins et leurs ressources communes sur le territoire qu'ils veulent soigner, et quelle est la mission qu'ils donneraient à des entrepreneurs dans notre incubateur ou à l'écosystème low-tech en particulier. Et ensuite, ils enquêtent auprès des entrepreneurs, comme le feraient les enquêteurs décrits par William, mais ils les aident aussi. Ils les aident à concevoir pour bien révéler la valeur commune qu'il y a sur le territoire, permettre de faire valeur avec tout ce qui ne fait pas valeur forcément aujourd'hui. Révéler une valeur qu'aujourd'hui nos économies ignorent. Et puis, ils modulent l'évaluation des impacts qui avant étaient technocratiques sur les cartes. Ils font des modulations en fonction de ce qui compte pour eux. Ce qu'on voit dans ce système-là, lors de la vente, il y a de l'émission monétaire à proportion de cette note qui a été donnée par les territoires concernés et légitimes pour se prononcer. Si le produit est bon, la création monétaire se fait en partie, et le banquier en fait toujours, mais on en met une petite partie lors du prix, lors de la transaction, qui fait que si c'est bon, il y a une sorte de bonus par création monétaire, et donc le produit le moins cher devient celui qui fait le plus. Celui qui fait le plus de, c'est bon, qui fait le plus de biens communs, qui sert le plus le bien commun des territoires impactés. Et par contre, il y a un malus. Donc celui qui veut s'acheter, il a toujours le droit à quelque chose qui sert surtout son intérêt privé, va le payer très cher et le coût de la destruction du bien commun est assez frais. Évidemment, dans ces cas-là, les cartes avant, l'énergie la moins chère était la fossile et l'énergie la plus chère qui demande beaucoup de main-d'œuvre était la low-tech. Dans ce système-là, c'est l'inverse. L'énergie fossile est plus chère que l'énergie low-tech qui crée de la valeur commune. De même que ça sera la même chose sur les produits. Dans cette partie-là, on a une carte des vendeurs et c'est rentable. Hashtag l'ADEME. Payer un employé pour décourager ses acheteurs de faire des achats inutiles est plus rentable que de payer un employé pour essayer de vendre des choses qui sont inutiles aux clients. Voilà ce qui est possible quand on commence à avoir une phéromone d'intelligence collective économique qui représente l'intérêt général et plus l'intérêt privé. Et en termes de résultats économiques, on a une croissance, statistiquement, généralement, j'ai fait plein de simulations, on a à peu près les mêmes croissances que dans le système monnaie classique. Par contre, cette croissance, elle est proportionnelle aux impacts positifs. On a de quoi financer notre État alors qu'on n'avait plus de quoi financer quand on essayait de faire une transition avec nos phéromones de la destruction du monde. Et par contre, on a même de quoi payer tout le système participatif d'évaluation. Les citoyens qui définissent et créent la vision commune, l'imaginaire commun et l'évaluation de ce qu'est leur bien commun sur un territoire, ils sont payés pour le faire. Pareil, les experts, ils seront payés, peut-être mieux payés que par les entreprises aujourd'hui. Et dans ce système-là, l'État s'en sort bien, les banquiers gagnent aussi, parce que ça devient rentable d'investir dans les acteurs qui font du bien, et les résultats d'entrepreneurs sont tout à fait corrects aussi. J'ai fini. Ce que je voulais vous dire, c'est un appel à l'action maintenant. Ce truc-là, c'est la destination à moyen terme pour moi, pour l'incubateur. Comme je vous l'ai dit au départ, il faut qu'on travaille avec les outils qu'on a aujourd'hui.
Mais j'aimerais bien vous proposer de faire des versions locales de ce jeu, parce que je ne voulais pas montrer, je n'ai pas insisté dessus, mais sur les cartes low-tech, des ressources, valeurs, bonnes pratiques, il y a le nom de certains acteurs qui sont indiqués tout à l'heure sur les énergies low-tech, c'était Aeseo. Donc si vous voulez faire des versions de ce jeu Normandie, pour mettre en lumière les valeurs, les acteurs de la Normandie dans un jeu, bienvenue, on en parle. Et deuxièmement, l'appel à l'action, c'est faisons un programme de recherche une fois qu'on aura bien diffusé ce jeu-là. Faisons un programme de recherche en partenariat. Paris 8 viendra, c'est certain. Je suis sûr qu'on emmène des acteurs du territoire 93 et de Normandie, et qu'on emmènera aussi EDF, mon employeur, là-dessus. Parce que bon, on pourra en discuter, quel est leur intérêt. Voilà. Et faisons un programme de recherche pour expérimenter de manière comparative les résultats socio-environnementaux et économiques d'une économie qui se développerait avec une unité de biens communs, et non plus une économie qui se développerait avec une unité de biens privés, avec un système participatif d'évaluation qui serait porté par l'écosystème low-tech. Des questions? Merci beaucoup. Ilan, vous m'avez croisé. Moi, j'ai juste une question pour William au sujet de la définition collective du cahier des charges de la bio. Alors, c'est peut-être juste une clarification. Moi, j'ai cru comprendre que le cahier des charges bio, en fait, il était assez explicite, c'est-à-dire le rejet de produits chimiques, quels qu'ils soient, sur les engrais, les pesticides. Et du coup, je voulais de synthèse, je voulais une clarification justement sur où est cette partie définition collective du cahier des charges. Non, juste pour dire que là, ce dont je parlais, c'était bien de la mention nature et progrès. Et donc, il y a une distinction entre la mention nature et progrès qui étaient les pionniers du bio en France, mais qui ensuite, il y a eu l'autre logo AB en fait, qui s'est constitué en parallèle. Donc, nature et progrès, ils vont essayer d'être plus ambitieux en fait, sur les critères. En revanche, comme ce n'est pas c'est pas un organisme tiers qui certifie, ils ne correspondent pas aux critères du logo AB classique, quoi. Voilà. Puisque ils essaient d'être démocratiques, ils ne rentrent pas dans le truc bio normal. William, j'ai une autre question pour toi par rapport à la vision partagée que tu évoquais, qui est quand même le point central pour pouvoir démarcher ce truc. Comment est-ce que tu constitues la communauté de base en fait? Parce que du coup, cette vision partagée, elle peut être complètement biaisée par la communauté de base. Admettons que, on va dire, les GAFAM décident de définir la vision partagée de la low-tech, ça risque d'être légèrement biaisé. En fait, justement, cette notion de biais, elle est intrinsèque à la question des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs sont propres à un groupe qui partage des valeurs par définition. Donc, les valeurs sont intrinsèquement biaisées. Donc, en fait, de ce point de vue-là, il n'y a pas de manière d'échapper au biais. Ça, c'est pas possible, en fait. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'expliciter ces biais-là. De dire, nous, Low-Tech Normandie, ou nous, Low-Tech France, ou nous, Low-Tech GAFAM, voilà, quelle que soit la communauté qu'on considère, nous partageons ces valeurs. Donc ça, c'est un travail d'explicitation. Si ce travail n'est pas fait, et aujourd'hui, il n'est pas très bien fait, je trouve, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est des conflits ultérieurs. À plus long terme, on va voir émerger des conflits entre différentes visions de la low-tech qui n'auront pas été explicitées, qui pourront exploser s'ils n'ont pas été explicités à un moment donné. Voilà, donc moi, c'est pour ça que je suggérais de poser ces questions de vision pour éviter d'avoir des surprises dans quelques années ou quelques mois, je ne sais pas. Voilà. Je voudrais me permettre de compléter la réponse de William. Quand la démocratie est apparue en Grèce, on avait une Athènes qui était en crise économique, avec des systèmes politiques et notamment monétaires qui étaient dirigés par des intérêts privés qui n'étaient pas territorialisés, c'était des grandes familles. Et comment s'est organisé le système démocratique en territorialisant la décision politique? C'était des dèmes, les différents dèmes autour d'Athènes, qui avaient ses représentants et qui portaient une vision territorialisée. Le territoire fédère une vision qui associe des gens qui ont une communauté de valeurs, une communauté de choses à soigner,
et qui sont divers. Et cette démarche-là, elle permet de faire un contrôle. Si en plus le système participatif de garantie à ces systèmes d'autocontrôle, elle permet de faire émerger des valeurs qui ont un lien avec les ressources. D'ailleurs, le connais-toi toi-même, ça voulait dire fais en fonction de tes moyens et ne va pas au-delà de tes moyens. C'est sur la porte de Delphes et ça exprime bien ça. En fait, c'est des idées low-tech qui ont été à l'origine de la démocratie et de la sortie de crise économique d'Athènes à cette époque-là. D'autres questions? Moi, j'ai peut-être une question. Oh, pardon. Bon, je la pose quand même. Est-ce que tu pourrais nous préciser justement par rapport aux indicateurs, quelle est la démarche que vous avez utilisée? Comment vous avez construit? Quel était un peu l'échantillon des personnes qui ont participé sur ces indicateurs-là? Ok. Alors, tu vas m'obliger à dévoiler qu'une partie du processus n'est pas conforme à ce qu'on avait fait. D'abord, on a fait un sondage sur qu'est-ce que pouvaient attendre les citoyens du travail qu'on engageait. Donc, nos participants qui étaient des beaux quartiers, des mauvais quartiers, des gens qui étaient dans le commerce, des gens qui étaient... Mais ils sont allés avec des petits questionnaires d'une centaine de listes de propositions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos low-tech ici. Et ensuite, on a interprété ces résultats en prenant la grille des différents critères, des différents objectifs, et en disant, tiens, cette réponse, elle alimente l'importance qu'ont les citoyens par rapport à tel sous-objectif, et à tel sous-objectif, et à tel sous-objectif. Et comme ça, on a réussi à donner des coefficients aux différents sous-objectifs qui sont dans la grille, mais qui peuvent être territorialisés de manière différente. Par exemple, satisfaire ses besoins primaires, ça peut être super important sur un territoire, et puis perçu comme finalement pas si important pour un autre. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu sur ce truc-là. Donc après, par contre, sur l'évaluation, on n'a pas pu le faire avec les citoyens. On n'avait pas assez de temps. Et donc, je suis allé interroger le maire, je suis allé interroger l'une des participantes au projet et tout ça pour lui dire si tu avais ce critère à évaluer qualitativement pour cette activité, tu lui donnerais quelle note? Et là, il y aurait quelque chose de plus ambitieux à faire si on avait le temps et si surtout on était payé pour le faire. En unité de bien commun et plus en unité de bien privé. La question moi, que j'avais, c'est que justement cette unité du bien commun, c'est un changement assez profond. C'est quoi la stratégie pour y arriver? Je pense que ça peut rejoindre aussi des stratégies de changement territorial, comme on voit là par exemple la mise en réseau. Et dans l'économie aujourd'hui, est-ce que justement par des exemples historiques, tu as cité un peu le cas d'Athènes, mais voilà, c'est quoi la stratégie pour un changement de cette ampleur-là auquel participent les low-tech? Alors la stratégie, c'est de commencer par jouer. C'est-à-dire on se rend compte tous, en jouant dans l'écosystème low-tech, qu'on devient les king of business avec nos valeurs. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on fait des partenariats avec des acteurs privés comme EDF, Orange, si vous voulez suivre, et on commence et des acteurs territoriaux et des universités pour commencer à constituer quelque chose de solide, d'ordre expérimental sur la performance de ce truc-là. Et quand on se sera rendu compte que tout le monde y gagne, que le banquier peut continuer à jouer son rôle de banquier, que les producteurs de Ferrari, s'ils sont passionnés de Ferrari, ils ont toujours le droit de produire des Ferrari. Que le mec qui veut se payer son kiff en avion, il peut toujours se le payer. Il se le payera très cher, mais il pourra toujours se le payer. En fait, on aligne sans réglementation contraignante, sans stratégie punitive, tous les acteurs, tous les intérêts privés des acteurs vers la création de biens communs. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. C'est un traitement génétique de la valeur qui empêche la chimiothérapie généralisée, qui est nécessaire si on ne fait pas ce changement génétique sur notre phéromone d'intelligence collective économique, qui est la monnaie. En fait, à mon avis, avec une bonne démonstration, comme ont fait les néolibéraux, ils ne sont pas allés demander pardon à Roosevelt, à Churchill et à De Gaulle quand ils trouvaient que faire la sécurité sociale, c'était des conneries. Ils sont allés démontrer au Chili sous Pinochet, en Espagne chez Franco et en Allemagne en reconstruction qu'ils étaient beaucoup plus efficaces économiquement. Et après, là, 15 ans après, tout le monde les suivait. C'est la même chose qu'il faut qu'on fasse. On va montrer qu'on est plus performant économiquement que le système actuel qui se prend les claques des limites planétaires. Parfait. D'autres questions? Parfait. On remercie Michel et William.